tous. Donc, merci d'être venus à ce 10e Café Génial. Le mois prochain, ça fera bientôt 1 an du coup qu'on a lancé cette démarche. On a tenu un petit peu on a bien tenu le planning finalement. Ça a bien fonctionné, on est content. Donc, comme d'habitude, quelques petites remarques. Voilà, laissez votre caméra allumée, parce que du coup, si votre débit le permet, c'est quand même plus sympathique de s'adresser à des personnes qu'à des initiales. Non, tout le monde arrive en même temps. Voilà, donc n'hésitez pas à garder votre caméra allumée. N'hésitez pas à utiliser le chat pour interagir et partager des ressources avec les participants, mais prenez la parole aussi, c'est encore plus sympathique si vous le sentez, il n'y a aucun souci. On demandera aux intervenants tout à l'heure s'ils préfèrent être interrompus en cours de présentation ou faire leur présentation et qu'on les sollicite en suivant sur le temps d'échange. Donc bonjour Grégory, je vois que tu viens d'arriver, on vient juste de commencer, désolé, on ne voulait pas prendre trop de retard, donc on a attaqué il y a 1 minute juste pour donner les conditions du webinaire. On sait que tu les connais, tu as déjà participé plusieurs fois. Donc voilà, bonjour Jocelyne aussi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet, c'est les implantations d'énergie renouvelable et les aires protégées. Donc, on aura 2 interventions. Juliette Thévenot et Rémi Pesquet du PNR Corbière-Fenouillède, donc sur un sujet concilier biodiversité et transition énergétique au sein de nos parcs naturels régionaux, donc avec un retour d'expérience sur les projets de parcs photovoltaïques au sol. Et Grégory Agen, donc du parc naturel marin Golfe du Lion, sur la conciliation, donc plus sur l'installation de fermes éoliennes flottantes avec la présence d'aires protégées. Comme à notre habitude, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour se présenter, expliquer un petit peu très rapidement du coup pourquoi ce sujet vous intéresse et nous donner 2 mots que vous inspirent les énergies renouvelables pour faire notre habituel petit nuage de mots sur la thématique du jour. Alors, je vais le faire en suivant l'ordre d'apparition sur mon écran. Donc, Juliette, c'est à toi. Alors Juliette, donc peut-être que je vais attendre un petit peu parce que je ne t'entends plus et tu as éteint ta caméra. Donc Rémi, je te laisse commencer. Oui, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, Rémi Pesquet du Parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes. Donc, je suis chargé de mission Natura 2000, animateur de 2 sites désignés au titre de la directive Oiseaux, donc la ZPS Corbière occidentale et la ZPS Corbière orientale depuis presque 3 ans maintenant. Donc, je vais co-intervenir avec Juliette sur la première intervention dans un parc qui potentiellement peut être très favorable à l'implantation des énergies renouvelables. Donc, il faut quand même que je fasse les 2 mots et ouais, je dis les 2 mots qui m'inspirent quand même. Oui, même si tu interviens, c'est pas, ça compte aussi. Pour moi, les énergies renouvelables telles qu'elles sont aujourd'hui, et telles que elles sont exploitées, etc. Pour moi, le mot c'était transition et l'autre pour énergie renouvelable. Concertation, je dirais. Merci Rémi. Julien, t'enchaînes ? Oui, pardon. Bonjour, du coup Julien Robert du syndicat Rivage. Je suis chargé de mission Natura 2000 sur le site du complexe lagunaire de Sals-le-Cat et de la forteresse de Sals. Et moi, du coup, les 2 mots qui m'inspirent, c'est opportunité et impact. Merci Julien. Grégory ? Oui, bonjour, donc Grégory Agen, pardon, désolé, j'arrive à peine, je viens juste d'avaler mon café, je suis désolé, j'ai eu des petits problèmes de connexion ce matin, ce qui fait que j'ai du mal à vous rejoindre. Donc moi je suis chargé de mission usage industriel et aménagement maritime au parc marin du Golfe du Lion. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'on a été sollicité sur l'implantation à venir des fermes éoliennes flottantes, donc, je vous en parlerai dans pas très longtemps. Et donc pour moi, si je devais donner 2 mots, il y a un mot qui est fort chez nous, c'est concertation. Et puis, j'utiliserais plutôt un anagramme, plutôt PPE, parce que c'est un petit peu ce qui nous pilote justement sur ces réflexions-là, c'est la programmation pluriannuelle pour l'énergie, la PPE.
Voilà. Merci Grégory. Laurie? On ne t'entend pas, Laurie, je crois que tu n'as pas branché ton micro. En effet, bonjour. Du coup, j'ai un double écran, donc je ne me regarde pas forcément en face. Ah oui, exact. Du coup, je vais essayer. Donc, Laurie Vasselin, j'étais animatrice Natura 2000 pendant 5-6 ans là, sur plusieurs sites dans le Gers, à la DASEA du Gers, et désormais sur des missions de filière territoriale en lien avec le territoire et l'environnement. Et bah, pour moi, je suis là pour un premier café génial. Je n'avais pas eu l'occasion d'y assister avant. Et aussi parce qu'il y a eu beaucoup de remue-ménage sur une des communes du site Natura 2000 avec l'installation, le projet d'installation d'un méthaniseur. Voilà. Et donc, les mots qui me viennent, effectivement, je dirais peut-être aménagement et peut-être opportunité aussi. Voilà. Merci Laurie. De rien. Eva? Bonjour à tous, moi Eva Maury, donc je travaille aussi à l'ADASA 32 dans le Gers et je suis chargée de mission sur les études préalables agricoles, donc notamment sur des projets de panneaux photovoltaïques. Donc c'est aussi mon premier café génial. Et pour moi, en 2 mots, je dirais transition aussi et adaptation. Merci Eva. Jocelyne? Oui, bonjour. Jocelyne Cambesède, je suis responsable du pôle conservation et restauration écologique au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Et je suis là parce qu'on est de plus en plus sollicité sur des études d'impact, voire des dossiers de dérogation espèces protégées qui ont trait à des installations de centrales photovoltaïques principalement, on va dire. Voilà, pour résumer. Et donc, ça nous intéresse de fouiller un peu quels sont les impacts sur la végétation de ce type d'installation. On a en place quelques suivis déjà et on est intéressé par des suivis. Alors, c'est mon premier café également. Et en mots, alors je dirais avenir ou transition, ça colle bien aussi, mais pour moi, les énergies renouvelables, ce sont des solutions d'avenir, mais le deuxième mot, ça serait vigilance. Parfait. Merci Jocelyne. Béranger? Bonjour. Bonjour, Béranger Rémy, je suis chargé de mission Natura 2000 sur une ZPS qui s'appelle Gorge de Riotor Fache-Cagnas, qui est située au pied des Cévennes, entre Gare et Hérault, et je suis accompagné ce matin de Sohan, qui est en stage avec moi pour cette semaine, qui est en 3e, et qui fait un stage de découverte. Voilà. Et en 2 mots, je dirais impact, et puis omniprésent, parce qu'on en voit partout de ces trucs-là. Merci Béranger. Cécile, tu viens d'arriver, bonjour. On est en train de faire le petit tour de table du coup avec la présentation rapide et puis les 2 mots que t'inspirent les énergies renouvelables. Oui, bonjour à tous. Je resterai pas trop longtemps, désolée par avance, j'ai une seconde réunion par la suite. Donc, je suis chargée de mission Natura 2000 en Occitanie. Donc, voilà, je viens juste d'arriver. Donc voilà, c'est mon premier café de même. Voilà, donc je pense je resterai une demi-heure, mais c'est déjà pas mal. Merci d'être venue, Cécile, du coup. Merci à vous. Agnès, je crois que oui. Bonjour, donc moi je suis Agnès Salquier, je travaille à la Chambre d'agriculture de l'Aude sur tout le département et je suis responsable biodiversité et agro-environnement. Et donc moi ce qui m'intéresse là, c'est de me faire une opinion, parce que c'est vrai que c'est compliqué, enfin, je me retrouve dans tout ce qui vient d'être dit. Et je pense que les 2 petits mots au-delà de tout ce qui a été dit, parce que je pourrais m'y retrouver aussi, c'est avec un gros point d'interrogation, un mal pour un bien. Voilà, parce que les agriculteurs sont souvent démarchés et moi j'ai aussi une crainte pour nos paysages, hein, voilà.
Oui, c'est difficile effectivement des fois de se positionner. Merci Agnès. Madame Doyen, vous avez votre micro éteint. Oui, bonjour, Christine Doyen, chef du service biodiversité et aménagement du conseil départemental de la Haute-Garonne. Et une autre mission, je suis aussi commissaire enquêteur. Voilà, donc pas sur le département qui nous concerne aujourd'hui, mais avec une double vision et des grosses inquiétudes. Alors moi, c'est en 2 mots, je ne saurais pas faire, c'est inquiétude, impact et transparence. Bon, 3, c'est autorisé aussi. Impact avec un S, I majuscule et S. Et transparence. Merci. Julie nous a rejoint aussi du département des PO. Bonjour Julie. Tu es avec nous. On est en train de se présenter rapidement et de donner 2 mots que nous inspirent les énergies renouvelables. Tu viens juste d'arriver, c'est pas sympa. Hein. Je te laisse peut-être le temps d'arriver. Et il nous manque aussi Clovis, je crois, qui ne s'est pas exprimé. Ah ben voilà, du coup, Clovis est un service civique au Grand Site de France du Cirque de Navacelles sur l'animation de la charte architecture et paysagère avec notamment des enjeux liés aux renouvelables. Il n'a pas de micro ni de caméra, donc pour les 2 mots, obligation et mutation. Merci beaucoup Clovis. Julie, du coup, tu es connectée, tu nous entends ? Je crois que je ne sais pas, le micro est allumé, mais nous, on ne t'entend pas, Julie, par contre. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Peut-être tu peux t'exprimer dans le chat éventuellement. Et ensuite, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Juliette qui a disparu. Rémi, je ne sais pas si tu as vu. Ouais, on est en contact. Elle me dit qu'elle a un problème de coupure de courant, mais bon, qu'elle essaie de revenir au plus vite. D'accord. Donc, du coup, tu te sens d'attaquer tout seul ou finalement on laisse Grégory commencer ? Attends, je suis la conversation en même temps, c'est en direct live. Ouais, on peut, si Grégory est prêt, au pire, on peut commencer par Grégory, ouais. Si ça ne le dérange pas. Allez, soyons fous. Ouais, merci Grégory. Comment est-ce que je partage par exemple l'écran Alors, c'est la petite flèche en haut à droite à côté de quitter. Celui-là. Normalement, vous voyez mon écran, c'est bon ? Oui, c'est bon. Oui. Ah, il y a un temps de latence peut-être. Alors, je vais essayer de mettre en plein écran, voir si ça fonctionne. Je n'ai pas de retour, par contre, je ne sais pas si vous avez quelque chose. On voit ton écran, mais il n'est pas encore en plein écran. D'accord, je vais réessayer. Tadam. Parfait. Ah, c'est bon ? C'est parfait. Et bien on y va alors, c'est parti. Allez, c'est à toi. Ouais, je vais essayer de faire rapide et simple quand même si c'est un dossier et un projet qui est loin d'être simple justement. On s'est retrouvé il y a quelques années avec l'arrivée potentielle, l'arrivée probable d'éoliennes flottantes. Donc, nouvelle technologie, quelque chose qui n'existait pas encore. Et ça a été proposé de l'installer notamment dans le parc. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans l'idée, c'était d'expérimenter cette nouvelle technologie avant potentiellement d'aller sur quelque chose de plus grande ampleur. Donc, je vais juste développer ça, vous allez très vite comprendre, vous allez vite vous imprégner de la situation. Je vais découper en 3 temps un petit peu cette présentation. Le premier, c'est de revenir un petit peu sur les caractéristiques techniques de ces éoliennes flottantes, donc cette nouvelle technologie d'éoliennes flottantes, d'éoliennes, pardon. Après, je vais vous présenter un peu comment est-ce que nous, on a travaillé au parc marin sur cette problématique de la ferme pilote. Et ensuite, on fera un petit focus très rapide sur les suites à donner à ce projet-là, suite bien sûr voulue par le ministère et le gouvernement. Donc le projet de ferme pilote, en fait, c'est 3 éoliennes qui vont être implantées à 16 km des côtes. 3 éoliennes, pourquoi ? Parce que c'est vraiment pour tester la faisabilité technico-économique et environnementale. Je précise vraiment le « et environnemental » parce que c'est quelque chose que nous, on a réussi à faire ajouter du temps de l'agence d'Aménagement protégé, donc au FB maintenant, mais on avait réussi à rajouter un petit peu dans l'appel d'offres, donc c'est important.
c'est que ce n'est pas juste une faisabilité technico-économique. Voilà, donc il y a vraiment l'environnement qui a été pris. Et il y a 4 sites en France qui testent des technologies différentes d'éoliennes flottantes, de types de flotteurs, de types d'ancrage différents. Il y en a 3 en Méditerranée et 1 sur la façade atlantique. Donc en gros, ces éoliennes ressembleront à ça. Vous l'avez déjà vu tout à l'heure, hein, j'ai déjà teasé sur la page de garde. Mais voilà, il y aura 3 petites machines comme ça. Alors je dis petites machines, mais en fait, ce n'est pas vraiment des petites machines. Quand on regarde un petit peu dans le détail ces machines-là, cette technologie un petit peu nouvelle, finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas si petit que ça. Les flotteurs, comme vous pouvez voir là, à l'heure actuelle, hein, sur l'image, il y a quand même une certaine taille, une certaine hauteur aussi. On va le détailler dans quelques secondes, mais voilà, c'est pas non plus anodin, quoi. Une des premières choses qu'on a eu à réaliser, c'était d'abord de démystifier un petit peu ce projet d'éoliennes flottantes, parce qu'on entendait tout et on voyait tout et son contraire. Et voilà, c'était un petit peu de se dire, attention, déjà, on est sur des éoliennes flottantes qui seront éloignées, on ne va pas être sur des projets farfelus, on est sur un test de faisabilité. Donc c'était un petit peu important aussi pour nous, dans un premier temps, de démystifier un petit peu ça et de partir sur du concret, sur la réalité de ce que ça pouvait être. On va rentrer un peu dans le détail un petit peu de ces machines, juste pour que vous ayez une visualisation un petit peu de ce que ça peut être, que ces éoliennes flottantes. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ce sont des éoliennes qui ont quand même une masse, qui ont quand même une taille qui est assez conséquente. Donc là, on peut voir que sur ce projet, je ne sais pas si on voit ma flèche, mais voilà, en gros, il y aura 3 éoliennes de 10 MW chacune. Il y aura donc une puissance totale de 30 MW. Elles vont être installées à 16 km des côtes. C'est pas non plus... c'est pas proche des côtes et c'est volontaire en fait. Si en Méditerranée on a fait le pari de partir sur de l'éolien flottant, c'est justement pour s'affranchir un peu des conflits d'usage et de l'impact paysager qu'elles peuvent avoir en les éloignant. En fait, notre plateau continental est relativement plat et du coup on a cette possibilité de pouvoir mettre cette technologie un petit peu innovante et de pouvoir l'éloigner des côtes et donc de s'affranchir des impacts que pouvaient avoir les pêcheurs petits métiers par exemple ou les touristes en bord de plage, contrairement à ce qu'on a vu par exemple tout à l'heure sur l'image de l'Indépendant où les éoliennes étaient visuellement implantées à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres des côtes. Elles vont être implantées donc, sur un fond de 70 mètres de profondeur. C'est quelque chose qui n'est pas possible du coup avec du posé. On ne peut pas avoir un mât de 70 mètres de haut sous l'eau. C'est pour ça qu'on est sur cette technologie nouvelle. La puissance qui va être installée à ces 3 éoliennes permettront en termes de puissance d'alimenter 50 000 foyers. Donc à savoir aussi qu'une éolienne en mer a une puissance restituée qui est plus intéressante qu'à terre, parce qu'on est sur un vent qui est laminaire, qui ne va pas suivre la topographie, qui ne va pas être impacté par des arbres, par des immeubles, donc qui va être assez constant et aussi plus important qu'à terre. Donc voilà, il y a une productivité des éoliennes qui est un peu plus importante, c'est pour ça que les opérateurs aujourd'hui se tournent vers ce territoire, ou plutôt vers le méritoire, vers la mer, parce que ça leur permet d'avoir des machines qui, du coup, produisent plus et plus longtemps aussi dans l'année. Et à titre de comparaison, je vous ai mis aussi ce que produisait un réacteur nucléaire. Donc les réacteurs qu'on connaît, pas les nouveaux là, qui ont été annoncés il n'y a pas très longtemps, mais en gros, un réacteur nucléaire c'est entre 900 et 1500 MW. Donc là, avec nos 30 petits mégawatts, on est quand même assez loin d'un réacteur nucléaire d'une centrale. Donc l'éolienne, vous avez quelques chiffres là qui sont affichés dessus. Ce qu'on peut rajouter dessus, par contre, c'est qu'on a une hauteur, un tirant d'air de 22 mètres, c'est-à-dire la différence entre le niveau de la mer et le bout de pale, donc l'endroit où finalement les gens peuvent passer. Et surtout pour nous, ce qui est important, c'est les puffins, les oiseaux. C'est-à-dire qu'on a vraiment insisté sur cette hauteur de tirant d'air pour que on a beaucoup d'oiseaux qui sont en danger, qui passent dans cette zone-là, et qui ont des hauteurs de vol d'environ 20 mètres. Donc voilà, on a pris cette petite marge de sécurité en disant on veut qu'il y ait au moins 22 mètres de façon à ce que les puffins puissent passer. Une information qui nous était importante, qui ne semblait pas forcément non plus essentielle pour le prestataire au départ, c'est que leur vitesse de bout de pale, à savoir qu'on n'a pas cette sensation quand on regarde une éolienne tournée, mais en tout cas celle-là, la vitesse en bout de pale sera de 320 km/h. Donc c'est assez important et on comprend mieux pourquoi certains oiseaux ne peuvent pas l'éviter et pourquoi on a du coup des impacts assez marqués quand un oiseau passe à proximité de ces éoliennes.
La hauteur totale, donc depuis le niveau de l'eau jusqu'au le bout de pale, si on la met en verticale tendue, on va être à 182 mètres de hauteur. Donc, c'est ce que je disais, ce sont quand même des machines qui sont assez conséquentes. La hauteur du flotteur, le flotteur total donc, est de 25 mètres. Sur ces 25 mètres, on a 10 mètres hors d'eau et 15 mètres hors d'air, à peu près. Donc, c'est l'équivalent de 3 étages. Donc, on va avoir un immeuble de 3 étages, en gros, qui sera sorti de l'eau, hein, donc sur ces 3 piliers. Donc, voilà, pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça représente en termes de grandeur. Le flotteur, donc les 3 flotteurs vont peser à peu près 2000 tonnes, c'est 2000 tonnes d'acier par éolienne, donc 3 fois pardon, 2000 tonnes, hein, du coup, sur cette opération-là. Et les largeurs, donc ici on est sur une largeur en face du flotteur qui porte le mât, on va avoir 90 mètres. Et ici, sur les 2 autres qui sont proches du mât d'éolienne, on va être sur du 70 mètres. Budget 180 millions d'euros à peu près, 30 millions d'euros de raccordement. À savoir que 1 km de raccordement sous l'eau, à terre c'est un peu moins cher, mais pour nous en mer, c'est à peu près 1 million d'euros le kilomètre. Donc plus on éloigne, plus c'est cher. Voilà, il y a 60 millions qui vont être pris par l'appel à projet porté par l'ADEME et le ministère sur ce projet-là de 3 éoliennes. Donc sur ces 180 millions, il y a un tiers qui est financé par l'État. Il y a un tarif de rachat de 240 € par mégawatt. Donc, ce sont des informations que j'avais pour le conseil de gestion qui ne sont peut-être pas forcément intéressantes pour vous, mais comme j'ai concaténé plusieurs présentations, il y a un peu tout ça qui arrive quand même. Mais bon, voilà, c'est toujours bon à savoir quand même le prix du rachat du kilowattheure. Je vous ai mis l'image d'un terrain de hand parce que ça permet aussi de comparer. Donc, je disais tout à l'heure qu'on est sur un flotteur, là, on va avoir 90 mètres par 70 mètres en gros. Voilà, un terrain de hand, c'est 36 par 15. 36 mètres par 15 mètres. Donc, vous voyez, on pourrait faire quelques terrains de hand sur ces machines-là. Si on regarde avec des choses qu'on connaît un petit peu, donc si on comparait une éolienne avec la Statue de la Liberté, donc vous voyez qu'on est quand même vachement plus grand finalement qu'une Statue de la Liberté qui ne fait que, je mets des gros guillemets, 93 mètres de hauteur. Là, nous, on va être à 182 mètres, sachant que la tour Montparnasse est à 210 mètres par exemple, donc on n'est pas très très loin finalement de la hauteur de la tour Montparnasse. La tour Eiffel nous explose encore un petit peu, hein, elle est à 300 mètres, donc ça culmine un point de culminance hauteur encore un peu élevé, donc ils ont de la marge au niveau des éoliennes pour rattraper la tour Eiffel, mais ils se rapprochent quand même assez rapidement de la tour Montparnasse. Alors, ces considérations étant prises, on peut aller voir aussi un petit peu les caractéristiques de l'ancrage, parce que finalement ces machines ne vont pas tenir toutes seules, malgré le poids qu'elles vont faire, il faut quand même les maintenir en place, notamment par rapport au système électrique qui va être produit. Et donc, on regarde aussi la problématique des lignes d'ancrage. Donc, il est prévu sur notre système à nous, parce que, comme je disais, il y a 3 technos différentes en Méditerranée, mais dans celle qui est installée au parc, on a 3 lignes d'ancrage par éolienne. Chaque ligne d'ancrage fait entre 300 et 500 mètres de longueur. Il y aura 3 ancres, du coup, une à chaque bout de ligne d'ancrage. Chaque ancre fait 10 tonnes, pardon, excusez-moi. Le 10 mètres, on va y arriver. Elles font 10 tonnes, donc 3 fois 10 tonnes d'encre, finalement, pour tenir ces machines-là. Je pense qu'il faut au moins ça. Les encres, vous pouvez les voir ici. Donc ça, c'est la forme de l'encre qui sera installée. Par contre, ce n'est pas tout à fait la taille. Là, on est sur une encre d'une machine qui fait 2 MW. Donc, on aura des machines de 10 MW. Donc, le ratio n'est pas tout à fait le même. Hein, ça va être 5 fois plus grand. Mais elles seront quand même malgré tout plus grandes. Vous avez également le système de chaîne ici, pareil pour une éolienne de 2 MW qui a été installée en test en Atlantique. Donc pareil, les maillons sont plus grands. Imaginez un maillon couché, donc vous voyez un maillon de chaîne, hein, si on le met en mode couché, la hauteur du maillon c'est à peu près 1 mètre de hauteur. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de la taille. Et pour éviter un petit peu le polluant par corrosion de ces chaînes, on aura demandé aussi de mettre un peu de fibres synthétiques sur l'ancrage. Et donc voilà, les rouleaux, alors il manque juste l'échelle à côté, mais l'homme doit faire à peu près la moitié de la bobine. Voilà, et nous ce qui nous importait aussi, c'était un petit peu la surface qui était impactée au fond, parce que finalement, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir l'impact que peut avoir ces machines-là sur le fond. Donc chaque ancre va faire à peu près 22 mètres carrés de surface prise au sol, ce qui est quand même pas anodin. Chaque ancre va être tractée sur 30 mètres au fond, c'est-à-dire qu'elle va être posée au fond. Il va y avoir un navire qui va la tracter sur 30 mètres de fond, de façon à arriver à une pénétration dans le sédiment de 10 mètres. Donc on retrouve nos 10 mètres de profondeur, de hauteur qu'on avait tout à l'heure, donc l'équivalent à peu près de 3 étages, on les retrouve la même chose, mais dans
le sédiment pour venir ancrer ces machines. Si on regarde un peu aussi un autre phénomène qui pour nous est important, c'est le ragage des chaînes. Alors le ragage, en fait, c'est le mouvement latéral de la chaîne sur le fond. Parce que l'éolienne, finalement, comme elle va être tenue par les chaînes, elle va raguer le fond. Et ce ragage-là, finalement, on a demandé à l'opérateur de nous calculer ce mouvement de chaîne. Ouais, ça donne comme des indications qui sont assez conséquentes. Hein, quelque part, on s'aperçoit qu'on va avoir 8 000 m² de surface raguée par ligne d'ancrage. Par éolienne, c'est 3 lignes d'ancrage, donc 3 fois 8 000 m². Ce qui fait à peu près l'équivalent de 13 terrains de rugby. Alors, si on compare avec des chiffres qui nous parlent un petit peu plus. Et en termes d'encre, donc on va avoir également, alors ça va être de façon temporaire, mais le déplacement de l'encre pour arriver à ces 10 mètres de profondeur, ça correspond à peu près à 6 900 m² de substrat. Donc c'est à peu près un terrain de rugby. Voilà pour quelques chiffres un petit peu pour comprendre la taille et la démesure de ces machines. Si on va un petit peu plus loin, et ça c'est vraiment pour information, donc une fois qu'elles sont mises à l'eau, forcément elles sont raccordées les unes aux autres, de façon à pouvoir transporter l'électricité. Cette électricité est transportée après à terre dans une, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais dans un système qui leur permet de distribuer après l'électricité. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, finalement, qui est en eau, qui va être enfouie dans le sol, donc il y a une charrue. Alors, ce n'est pas la charrue qu'on peut voir dans nos champs, hein, évidemment, pour faire passer ces lignes-là, mais en tout cas, il va y avoir ces grosses charrues qui vont creuser le sédiment en passant, qui vont creuser sur 3 mètres de profondeur à peu près et 5 mètres de large, poser le câble au fond, et ça va être recouvert après par le sédiment. Enfin, le sédiment va être remis par-dessus. Ce système permet aux pêcheurs de continuer de travailler. C'est-à-dire qu'ils ne risquent pas de s'accrocher sur le câble, par exemple, en passant un arc très lent. Donc c'est pour ça que ce choix a été fait. Il y a juste un petit souci, et ça c'est plus pour nous, c'est que ça va venir traverser un herbier cymodocée, donc qui est une espèce d'herbe sous-marine qui est protégée. Donc ça nous pose question, mais on a travaillé avec l'opérateur pour avoir des mesures compensatoires dimensionnées sur cet herbier cymodocée. Et donc le raccordement va se faire au niveau du bar Carès. Voilà, donc je vais passer très très vite par contre sur cette partie-là qui est beaucoup plus importante pour nous, mais pas forcément pour vous, mais ce qui explique le pourquoi est-ce qu'on a été sollicité dans les discussions avec l'opérateur, avec le porteur de projet. Simplement parce que l'outil Parc Marin, c'est un outil qui est spécifiquement conçu pour la mer, pour contribuer au développement durable du milieu marin, pour contribuer à sa protection et pour contribuer à sa connaissance, et notamment du patrimoine marin. Donc à savoir qu'un parc marin n'est pas une réserve marine. C'est pas une mise sous cloche du milieu. Ça, je pense, c'est important de le rappeler parce qu'il y a souvent une confusion qui peut être faite. C'est d'ailleurs pour ça qu'un projet comme ça peut être autorisé dans un parc marin, à partir du moment où il est compatible avec le plan de gestion. Voilà, donc ça, c'est le postulat de base. Pour nous, c'est vachement important. Donc, on a un plan de gestion qui a été validé en 2014, qui a été validé pour 15 ans, et qui, du coup, au regard de tous ces projets-là d'envergure, ou même petits projets, passe en conseil de gestion et on regarde la compatibilité des projets avec ce plan de gestion. Voilà, pour passer très vite, parce que finalement, j'en ai pas encore parlé, mais notre territoire fait comme 4000 km². Donc les éoliennes, elles vont être placées à 16 km au large de Bar Carès. Donc là, vous voyez ma souris, je ne sais pas si vous la voyez, mais en gros, elle va être ici. Donc on a quand même un territoire qui est relativement grand derrière. C'est à peu près l'équivalent de la superficie du PO. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, on est 17 à bosser au parc, à gérer ça. Et on a à peu près 100 km de linéaire côtier, 12 communes représentées, et on a 1, 2, 3, 4 PCI. Voilà rapidement, donc je passe très très vite aussi dessus, mais en gros, un parc, c'est un conseil de gestion et une équipe. Donc l'équipe, c'est les 17 personnes dont je parlais. On est répartis sous 3 pôles, le pôle direction, le pôle ingénierie, donc les chargés de mission, et un pôle opération, donc les agents de terrain qui sont assermentés, sont des agents d'environnement, qui sont sur le terrain. Et on travaille, comme on pourrait l'imaginer, un peu comme des roues d'un vélo, c'est-à-dire qu'on essaie d'aller tous dans le même sens, avec notre conseil de gestion. Donc, le conseil de gestion, c'est 60 membres, dans lequel les services de l'État sont minoritaires, 6 représentants des services de l'État pour 60 membres, donc ils sont minoritaires. On a les élus, par contre, qui sont relativement bien représentés. On a 16 représentants des collectivités territoriales, les professionnels, après, qui arrivent en position numéro 2. Donc on a 14 professionnels représentés, puis vous pouvez voir la répartition.
Et le travail du parc, je crois que je l'ai appelé, ouais, c'est ça. Notre travail, en gros, sur ce type de projet-là, c'est que avant que le conseil de gestion puisse se prononcer sur ce type de projet en disant « Ok, on accorde quitus et vous pouvez y aller, vous pouvez faire votre projet », l'équipe technique du parc, tiens, je ne suis pas mis à jour, c'est plus l'AFB, c'est l'OFB maintenant. L'équipe technique du parc donc, travaille sur les dossiers qui nous sont transmis. On travaille dans ce cas-là, en tout cas dans le cadre de ces gros projets comme là, comme des aménagements de port ou ces éoliennes, on travaille aussi en collaboration avec le porteur de projet quand ils le souhaitent et quand ils en font la demande, de façon à ce que leur projet soit le plus compatible possible avec le plan de gestion. Et on va également essayer de voir s'il y a des effets notables sur le milieu marin. Alors, ces effets notables, ils sont pour nous importants. Ils sont décrits tels que, c'est écrit tel que dans le décret. Hein, c'est-à-dire que s'il y a un effet notable sur le milieu marin, on est en capacité de pouvoir donner un avis conforme. Et pour nous, c'est un peu une arme atomique, un avis conforme négatif, ça bloque le projet. C'est-à-dire que le préfet est obligé de se référer à notre avis et ne peut pas passer outre un avis conforme qui serait négatif. Voilà donc un petit peu comment est-ce qu'on a travaillé sur ce projet-là. Alors pourquoi est-ce qu'on a été sollicité? C'est qu'aujourd'hui, quand on va regarder un petit peu les impacts que peuvent avoir ces machines sur le milieu, notamment au regard de notre plan de gestion, on est quand même sur une technologie nouvelle, innovante, comme je disais tout à l'heure. Donc on a des impacts qui sont connus. Ils sont connus pourquoi? Parce que par rapport à l'éolien posé, en fait, et le retour d'expérience que peut avoir l'éolien posé, on sait que ces impacts vont arriver. Par exemple, le plus bel exemple, j'ai envie de dire, ça va être la bifo. Qu'on ait une éolienne posée ou qu'on ait une éolienne flottante, finalement, les pales vont tourner et un oiseau qui passe à proximité peut, dans un cas ou dans un autre, être touché, être gommé, j'allais dire, et être, c'est pas forcément le bon terme, mais se retrouver découpé par les pales éoliennes. Donc ce tableau-là, pour nous, ça a été notre document de travail initial. On a essayé de voir un petit peu les effets qu'on pouvait connaître, qu'on pouvait quantifier, qui étaient quantifiables et non quantifiables par rapport au posé. Ceux qu'on attendait, en fait, ceux qu'on estimait arriver par rapport à l'éolien flottant, qui soit quantifiable ou non quantifiable. Donc, je vais parler par exemple des peintures anti-fouling, je vais parler des annonces sacrificielles, qui ont été des questions qu'on s'est posées justement là-dessus, du ragage d'échelle dont je parlais tout à l'heure, du changement aussi de l'huile dans les flotteurs, dans les turbines, parce qu'il va y avoir un entretien à faire et il y a des tonnes d'huile pour faire tourner ces machines-là. Et on imagine bien qu'une éolienne flottante, elle bouge beaucoup plus qu'une éolienne posée. Et donc pour aller chercher cette huile et faire la vidange de ces machines, on n'a pas envie de se retrouver avec des nappes au fond, en surface de l'eau. Et donc, voilà, cette question-là, voilà, toutes ces questions-là sur lesquelles on a estimé avoir une connaissance, ou en tout cas de pouvoir transposer ce qui était sur le posé. On a essayé aussi de les identifier, on en a discuté avec le porteur de projet. Et par contre, il y a vraiment des impacts aujourd'hui qui, pour nous, sont inconnus, qu'on va découvrir d'abord, qu'on va découvrir suite à l'implantation de ces éoliennes et leur suivi qui va être fait. Donc l'autorisation d'occupation du territoire a été donnée pour 20 ans. Et donc on va avoir un suivi assez fin les premières années, puis après qui va bien sûr comme un élastique qui va se détendre un petit peu par la suite. Mais malgré tout, il est possible qu'on découvre de nouveaux impacts qu'on n'avait pas forcément identifiés, qu'on n'avait pas forcément anticipés et qui viendront par ce retour d'expérience. Alors, ce tableau est assez indigeste, mais en fait, ça reprend un peu tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'en gros, c'est tous les impacts qu'on avait identifiés, sur lesquels on s'est dit, voilà, cela pourrait arriver en phase de travaux, cela pourrait arriver en phase d'exploitation. Cela, on a déjà une méthodologie qui existe. Celle-là, on a une RAI qui peut être adaptée du posé. Et puis, pour d'autres, aujourd'hui, on a des acquisitions de connaissances où on a des méthodologies à créer, à inventer, à penser. Donc voilà, c'était un peu notre tableau de travail aussi au départ initial. Et à partir de ces deux documents-là que je viens de vous présenter, on a beaucoup échangé avec le porteur de projet, de façon à faire en sorte que leur projet qui était innovant, donc même eux en fait, leur projet n'était pas forcément abouti au départ, en 2016 quand on a rencontré la première fois le porteur de projet qui était lauréat chez nous. Ils savaient qu'ils voulaient en mettre, mais voilà, tout n'était pas encore défini. Et donc, on a eu cette opportunité de pouvoir discuter avec eux de nombreuses fois. J'ai eu 13 réunions au total en 2 ans, un peu moins de 2 ans, avec les porteurs de projet, conseils de gestion, services de l'État ou autres, de façon à faire évoluer ce projet et qu'il soit le plus compatible possible avec l'implantation d'une éolienne dans un parc marin. Voilà, j'accélère un tout petit peu, même si
il m'en reste plus beaucoup, là, vous inquiétez pas, c'est bientôt la fin. Je vais bientôt vous libérer. Mais donc voilà, ce travail, on l'a réalisé au sein de l'équipe technique. On a créé un groupe de travail dédié. Donc un groupe de travail, c'est une partie du conseil de gestion, les personnes qui sont les plus impliquées ou les plus compétentes sur cette problématique-là, sur lesquelles on est venu ajouter des experts en mammifères marins, des experts en avifaune, des experts en morpho, en sédimentaire, etc. Et on a travaillé ensemble, donc c'est le fameux tableau que vous avez vu tout à l'heure, les 13 réunions en tout, de façon à pouvoir alimenter régulièrement le conseil de gestion en information et leur montrer un petit peu l'évolution de ce projet-là pour qu'ils puissent mieux appréhender le projet dans son ensemble et mieux se positionner au moment où le vote allait arriver sur ce projet d'éoliennes flottantes dans le parc. Voilà. Et donc, en parallèle de ça, une fois qu'on a eu tous les documents, on a pu préparer notre note technique et faire la présentation finale au conseil de gestion, qui ensuite a permis d'arriver à sa décision. Donc le conseil de gestion reste souvent bien sûr dans sa décision d'avis. C'est-à-dire que ce n'est pas le GT qui a donné un avis. Le GT a alimenté la réflexion et la discussion finale du conseil de gestion. Voilà, ça reste vraiment le conseil de gestion, donc les 60 membres. Ce qu'on peut dire derrière, donc c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, on va regarder la compatibilité avec le plan de gestion. Soit c'est compatible et dans ce cas-là, notre avis sera favorable, soit c'est pas compatible, il y a des problèmes de compatibilité, dans ce cas-là, notre avis sera défavorable. Et la première chose qu'on va regarder, c'est le fameux effet notable. Est-ce qu'il y a un effet notable du projet sur le milieu marin? Si c'est oui, dans ce cas-là, on est sur un avis conforme, donc il peut être favorable ou défavorable. Si c'est non, on donne un avis simple, qui est favorable également ou défavorable. Donc l'avis simple, contrairement à l'avis conforme, les services de l'État peuvent s'y référer ou pas, tout ou partie. Voilà, c'est plus une aide pour eux. L'avis conforme, non. Ils sont obligés, par contre, de s'y tenir. Donc là, dans le cadre des éoliennes, avec tout ce travail réalisé pendant 2 ans, finalement, on a pu présenter au conseil de gestion ce projet-là. Et on est arrivé à un avis conforme, parce qu'il y avait un impact, un effet notable sur le milieu, donc la destruction de l'herbier modossé et l'impact potentiel sur l'avifaune, sur les oiseaux marins, qui font qu'on a qualifié ça en avis conforme. Et il a été favorable parce qu'au vu de tous les aménagements, etc., qui avaient été envisagés, en fait, il devenait compatible avec notre plan de gestion, sous réserve de respecter certaines prescriptions qui ont été du coup listées dans l'arrêté préfectoral. Donc, c'est-à-dire qu'il est favorable uniquement si toutes ces prescriptions sont appliquées et retenues. Alors, un autre tableau, un autre tableau de synthèse là, qui est intéressant, c'est qu'une fois que ces éoliennes flottantes sont arrivées, ou vont arriver, parce qu'elles arriveront en 2023, tous les dossiers ont été validés, mais là, ils sont en phase de finalisation des suivis et de construction. Voilà, quid quoi. C'est-à-dire que, ouais, il y aura ces 3 éoliennes, mais économiquement parlant, c'est pas suffisant. Et la PPE est arrivée par là, la programmation pluriannuelle de l'énergie, et a proposé, ou a décidé, ou a envisagé de lancer un appel d'offres en Méditerranée pour 2 fermes commerciales. Donc cette réflexion sur les fermes commerciales a déjà commencé, alors même que les éoliennes flottantes en ferme pilote, donc pour tester, ne sont pas encore arrivées. Et donc on nous a demandé de réfléchir un petit peu à cette problématique des fermes commerciales et de savoir où est-ce qu'on pouvait les mettre et comment est-ce qu'on pouvait les mettre, quoi. Voilà, donc ce tableau, enfin ce schéma synthétise un petit peu toute la réflexion qu'on a eue au sein de l'OFB avec les ministères, la DEB et la DGEC, avec la délégation de façade, etc., pour arriver au final à une carte de zones propices ou de zones potentielles d'implantation d'éoliennes en mode commercial pour l'appel d'offres. Donc c'était une grosse concertation qui a eu lieu en mai-juin 2020. C'était assez compliqué à mener parce qu'on venait de passer 1 an et demi, 2 ans avec les experts sur la ferme pilote, en leur disant qu'il y aura un retour d'expérience avant une ferme commerciale, puis finalement on leur demande, on nous commande et donc on est obligé de leur demander de se positionner sur une ferme commerciale alors même que la ferme pilote n'est pas encore installée, donc c'était un peu compliqué. En termes de chiffrage, donc il y a 2 appels d'offres qui arrivent en Méditerranée. Donc théoriquement, ça devrait être un par région, 250 MW par ferme. Donc, tout à l'heure, je vous disais, une éolienne en ce moment, c'est 10 MW. Donc voilà, environ 25 éoliennes qui sont installées. Mais chacune de ces
ces zones pourraient être étendues à 500 MW, donc 750 MW chacune, 75 éoliennes à peu près. Voilà, donc là, on se pose la question de comment est-ce qu'on va travailler par la suite, est-ce qu'on va faire un groupe de travail, sachant que pour nous, en fait, ça a été arrêté dans une de nos décisions et par le conseil de gestion. On demande un retour d'expérience de minimum 3 ans entre la ferme pilote et le début de la réflexion sur la ferme commerciale, pour essayer d'appréhender le mieux possible les effets qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui sur ces fermes pilotes et sur ces implantations d'éoliennes flottantes. Voilà, notre parc est ici, c'est la limite bleue. Aujourd'hui, on a une zone qui est intégralement dans le parc, donc c'est une des zones potentielles en implantation de ces fermes commerciales. Il y en a une autre qui est pour partie dans le parc. Ces couleurs roses, du rose plus clair au rose très foncé vers le violacé, là, c'est l'intensité de vent, donc c'est l'intérêt pour les opérateurs d'éoliennes d'implanter leur machine. Donc on s'aperçoit quand même que l'intérêt principal reste quand même cette partie qui est intégralement dans le parc. Et que la deuxième zone, en tout cas en Occitanie, qui serait intéressante, c'est également quand même pas mal située dans le parc. Donc il y a quand même de fortes chances pour que ce projet de ferme commerciale soit, d'un point de vue opérateur en tout cas, qui se positionne dans une des zones du parc marin. Voilà, ça a été assez dense, j'en suis désolé, j'ai parlé vite pour essayer de ne pas vous prendre trop de temps parce que je n'ai pas réussi à caler ça dans les 15-20 minutes. Voilà, je m'en excuse, mais la dernière info, c'est voilà, en gros, c'est la taille d'une pale, c'est la taille d'un Airbus A380, donc c'est pas le plus petit des Airbus. Hein. Voilà, donc en gros, on aura 2 Airbus A380 qui pourront passer côte à côte à travers une éolienne. C'était pour le côté un petit peu confirmé quand je vous dis que ces machines sont quand même de taille assez conséquente. Voilà, voilà pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne vous ai pas laissé l'opportunité de réagir pendant la présentation, mais au vu de tout ce que je voulais faire passer comme message, c'était compliqué de m'interrompre. Merci beaucoup Grégory, c'est super intéressant. Hein, je pense que ça amène beaucoup de questions. Il y en a déjà dans le chat. Madame Doyen, du coup, je ne connais pas votre prénom. Si vous voulez vous exprimer par rapport à ce que vous avez peut-être notifié dans le chat. Et ensuite, Laurie. Mon prénom, déjà, c'est Christine. Ah, voilà, Christine. Voilà. Oui, effectivement, ça me revient. Par rapport à la présentation, je n'ai pas entendu parler d'études d'impact. Est-ce que c'est passé comme ça, enfin d'enquête publique, pardon. Est-ce que c'est passé sans enquête publique ou pas? Alors, la ferme pilote est passée sans enquête publique. Par contre, il y a une concertation qui a été faite. Donc, c'est un format un peu différent parce qu'on est du coup sur un appel à projet sur ces fermes-là. Par contre, pour la ferme commerciale, il y a une enquête publique qui a été réalisée là. Enfin, c'est la CNDP qui a réalisé du coup une enquête là, il y a quelques mois en arrière, quelques semaines pardon, en arrière. Mais pour la ferme pilote, non, ça a été une concertation d'envergure qui a été faite avec une garante de la concertation. D'accord. Normalement, quand on met en place des énergies renouvelables, il y a une fiscalité propre qui est liée, en particulier l'IFER et la CVAE, si je me souviens bien. Là, à 16 km, je ne sais pas qui appartient au plateau continental. Si c'est l'État, on est dans quel type d'eau. Donc, savoir. Oui, pardon, non, jusqu'à 12 000 nautiques, donc jusqu'à une vingtaine de kilomètres à peu près, il y a une redevance qui va être payée par les opérateurs. Il y a une taxe, on appelle la taxe éolienne. Ouais. D'accord, ok. Et après, est-ce qu'il y a une prise en compte des événements extrêmes météorologiques? On sait qu'avec le changement climatique, les tempêtes, les machins, tout ça, ça peut évoluer. Alors, j'ai bien compris la taille des ancres, etc. Donc, il y avait cette question-là. Et après, en tout début, par rapport à la mise en œuvre des mesures de compensation sur le ragage, enfin, etc., vous avez fait comment? C'est-à-dire que c'est fait à côté, puisqu'il y a une destruction d'espèces, comment vous faites pour compenser la destruction d'espèces? Ouais, c'est une question qui peut être longue, mais je vais essayer d'aller vite. Donc, alors, il y avait deux questions en une. Sur la destruction d'espèces, le ragage, etc. Donc en fait, ça a été une discussion assez longue. Hein. Pendant 2 ans, on a fait le pari, on a pris le parti, comme vous voulez, de discuter avec le porteur de projet. Ce n'était pas une obligation, bien sûr, on aurait pu attendre d'avoir l'étude d'impact qui arrive et puis de réagir sur cette étude d'impact. C'était pas notre souhait. Heureusement pour nous, ce n'était pas non plus le souhait du consortium qui portait ce projet-là. Donc c'est un consortium qui était porté par Engie Green.
pour compléter l'info. Nous, notre souhait, c'était vraiment d'échanger au maximum avec eux. Ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu aussi parce qu'ils ont eu un avis conforme négatif sur un autre projet sur l'estuaire Picard et mer d'Opale. Donc ça nous a aidé quand même à discuter avec eux quelque part. En tout cas, voilà, ils ont accepté de discuter. Donc on a beaucoup travaillé en amont avec eux pour réduire déjà pour éviter au maximum bien sûr, mais aussi pour réduire l'impact de leurs éoliennes. Et après, ce qu'on a fait, parce qu'on est quand même dans un... Alors c'est pas un projet de R&D, parce que c'est pas considéré comme ça, mais c'est un appel à projet sur une ferme pilote, donc ça pourrait presque se rapprocher du R&D si on veut. Donc on a travaillé avec eux surtout sur la mise en place de suivi pour améliorer un petit peu la connaissance des effets, des impacts que pouvaient avoir ces éoliennes sur le milieu, donc notamment sur le ragage, parce qu'on l'a estimé. Alors au départ, c'était quelque chose qui n'était pas du tout intégré, pas du tout pris en compte dans la réflexion, le ragage des chaînes. Donc c'est quelque chose, par exemple, qu'on a rajouté, comme la corrosion. Les anodes sacrificielles, par exemple, au vu de l'étude d'impact et des éléments qu'on avait, on s'est rendu compte que les anodes sacrificielles allaient relarguer autant de cadmium, d'aluminium, etc. Donc en un point fixe, quasiment au pied des éoliennes, que ce qui est relargué chaque année par nos 3 fleuves côtiers dans les PO. Donc voilà, ça a été une des questions aussi. On leur a demandé de réfléchir à ça pour limiter ces anodes sacrificielles, pour changer la technologie, par exemple. On leur a demandé aussi d'éviter les peintures anti-fouling, parce que je vous ai donné tout à l'heure des tailles assez conséquentes. Donc en termes de peinture anti-fouling, ça allait être aussi assez monstrueux. Donc ils ont augmenté en fait la taille des flotteurs, en tout cas l'épaisseur d'acier à l'intérieur, pour supporter le fouling qui allait s'y mettre dessus et ne pas avoir recours à la peinture anti-fouling, par exemple. Et concernant le changement climatique, c'est bien évidemment une des questions qu'on s'est posées, mais finalement, ce n'est pas nous qui avons eu la main dessus, c'est plutôt la Prémar et la préfecture maritime et la DIRM, la direction interrégionale de la mer, qui leur ont posé ces questions-là. Et le fait de multiplier les lignes d'ancrage, donc d'arriver à 3 lignes d'ancrage de 500 mètres, pour vraiment maintenir au mieux ces éoliennes, ça vient aussi de cette réflexion sur ces événements extrêmes. Ils ont simulé des conditions qui aujourd'hui ne sont même pas envisageables et qui normalement devraient maintenir les éoliennes. Mais je dis bien qu'ils normalement devraient maintenir parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein, bien sûr. Et du coup, elles seront toutes équipées aussi de systèmes de positionnement avec alerte en temps réel de leur position. Donc, normalement, si elles décrochent ou s'ils perdent le signal, de suite, ils envoient les gros bateaux qui permettront d'aller vérifier ça et d'aller éventuellement chercher leurs éoliennes. J'espère avoir répondu à peu près aux questions. Merci Grégory. Je vois qu'il y a encore 2 questions. On va essayer de tenir le temps. Si on peut être un petit peu concis, c'est difficile hein, du coup, puisque ensuite il y a une autre présentation sur le PNR des Corbières-Fenouillèdes. Si on voulait être totalement équitable, il faudrait qu'on transfère maintenant. Mais on va vous accorder 5 minutes. Je vois qu'il y a 2 questions encore. Laurie et ensuite Julien, si ça peut être assez bref. Et ensuite, s'il y a d'autres questions, peut-être je vous laisserai reprendre contact directement avec Grégory par la suite. On vous enverra les coordonnées comme d'habitude. Ou éventuellement en fin de webinaire s'il reste un petit peu de temps. Donc, Laurie ? Moi, c'est la question un peu du bénéfice-risque et des impacts, on va dire, plus indirects sur tout ce qui est fabrication de ces gigantesques éoliennes, consommation d'acier, etc. Est-ce qu'il y a un projet de suivi justement d'efficacité en termes de consommation de matériaux fossiles aussi en partie et l'impact bénéfice de l'énergie renouvelable? Parce que c'est des fois un peu ces arguments qu'on entend et qui sont... Voilà, qui nous font nous interroger nous-mêmes sur la pertinence ou pas de tels projets. Alors, ma réponse peut être très concise du coup, c'est non. C'est non parce que de toute façon, c'est quelque chose qui a été voulu à plus haut lieu et donc il faut installer ces éoliennes. Et donc, voilà, il n'y a pas de discussion là-dessus. Okay. Voilà. Sans langue de bois, je vous réponds ouvertement. Oui, non. Moi, j'avais 2 petites questions par rapport. Donc, il y a d'autres projets d'éoliennes sur le territoire, notamment un au large de Gruissant. Comment a été pris en compte les impacts cumulés, notamment pour les espèces d'oiseaux? La deuxième question, ça sera sur l'étude d'impact. Pour l'instant, l'étude d'impact, elle a eu lieu sur le projet pilote uniquement ou sur la ferme qui verra le jour à terme? Alors, je vais essayer d'être rapide aussi. En gros, les effets cumulés, alors bien évidemment, c'est quelque chose qu'on a pris en compte. Donc, tu parlais de l'avifaune. Par exemple, on a demandé aux opérateurs de mutualiser leurs moyens
au niveau de l'étude d'impact, donc en moyen les survols aériens et en mer, de façon à avoir non pas une zone restreinte qui serait uniquement sur leur ferme pilote, un peu élargie, mais d'avoir finalement tout le quart ouest du plateau, enfin du golfe du Lion. C'est-à-dire qu'on leur a demandé d'avoir une zone beaucoup plus élargie pour avoir une meilleure connaissance et de mutualiser un petit peu leur suivi. Et ça sera la même chose en fait lorsque les éoliennes seront installées pour vérifier un petit peu ce qui aura été annoncé dans les études d'impact. On avait fait la demande au niveau du parc marin et ça a été validé d'avoir un comité de suivi à l'échelle de la façade Méditerranée, parce qu'il y aura 3 projets à l'échelle de la Méditerranée. Et donc ça a été validé, c'est la DERM aujourd'hui qui pilote à travers son DSF, l'acronyme je ne l'ai plus, mais donc là, il y a un DSF aujourd'hui avec des réunions qui sont dédiées c'est un comité de suivi scientifique sur l'éolien flottant qui est clairement dédié à ça. Et pour ta deuxième question, c'était non, pas dans le cas du pilote, mais ça devrait être fait dans le cas du commercial. Et dans le cas du commercial, en fait, l'étude d'impact va être un tout petit peu modifiée. C'est-à-dire que l'état initial va être réalisé par l'État et mis à disposition des opérateurs. Donc on va avoir non seulement plus d'informations, mais surtout on va avoir la main, nous, à l'OFB, associés à des partenaires bien sûr, mais on va avoir la main un petit peu sur ce qu'on demande dans l'état initial, comment est-ce qu'il est réalisé. Voilà, on va pouvoir jouer un petit peu plus dessus, donc avoir des informations qui nous conviennent mieux. Je suppose que tous les dimensionnements de raccordement à terre, etc., ont déjà été prévus pour la ferme finale, quoi. Alors, commerciale. Ça a été prévu dans le cadre de la ferme commerciale. Par contre, ce qui aujourd'hui est certain, c'est que le raccordement des fermes commerciales ne se fera pas au même endroit, sur les mêmes lignes et sur le même point de raccordement que la ferme pilote. Parce que les câbles et les stations d'accueil à terre, je ne sais plus comment ça s'appelle le nom exact, mais la station qui permet d'accueillir le raccordement des éoliennes, c'est pas le même. Tout simplement parce que les puissances ne sont pas les mêmes. La puissance des 3 éoliennes versus la puissance des 25 à 75 éoliennes, les points de raccordement à terre ne seront pas les mêmes. Donc c'est un nouveau circuit qui va être réalisé, donc une nouvelle tranchée à terre, donc une nouvelle tranchée du littoral et une nouvelle tranchée à terre pour aller au point de raccordement. Merci. Il y a une question dans le chat, mais peut-être qu'on peut switcher. Du coup, si Grégory, peut-être tu peux répondre par écrit dans le chat à la question de Jocelyne. Ouais, je vais regarder le chat, ouais. De basculer. Ça marche. Super, parfait. Merci Grégory. Rémi et Juliette, du coup, je vous laisse partager votre écran. Oui, pas de problème. Alors, je vais juste ne pas... C'est Juliette, du coup, qui va partager son écran. Et je ne vais pas mettre la vidéo parce que j'ai pas assez de débit dans le fin fond des Corbières. D'accord. Alors, c'est parti. Hop. Du coup, tu me dis si ça ne fonctionne pas assez, on pourra partager, nous, votre présentation si vous préférez. Hein. Est-ce que c'est bon? D'accord, ça marche. Voilà, ça marche. C'est pas en plein écran, par contre. Ça va arriver. Hop. Voilà. Rémi, je te passe la parole. Ouais, ça marche. Je vais commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, avec Juliette, on travaille au sein d'un des tout derniers parcs naturels régionaux, récemment labellisé début septembre, en même temps que le PNR du Doubs horloger. Du coup, 8e PNR d'Occitanie, avec un patrimoine naturel connu et reconnu, entre autres. Et comme je vous le disais en préambule, voilà un territoire qui potentiellement pour les énergies renouvelables, notamment éolien, photovoltaïque, intéresse beaucoup les porteurs de projets. Donc, en tant que jeune parc, voilà, on a mis retour d'expérience. On n'en a pas non plus 36 000. C'est juste pour vous donner nos premiers contacts avec les porteurs de projets ou voilà, nos premiers accompagnements, etc., dans ces premiers projets. Mais à l'avenir, c'est sûr qu'on va être de plus en plus sollicité. Du coup, en 3 parties, les énergies renouvelables à travers la charte du PNR, c'est Juliette qui vous présentera cela en tant que chargée de mission
sur la transition énergétique. Après, on parlera des zonages Natura 2000, puisque le parc, depuis 2017, anime 6 sites Natura 2000 différents. Et le rapport entre Natura 2000 et les projets, et plus spécifiquement les projets ENR, voilà ce que ça implique. Et puis on terminera par, effectivement, c'est ce qu'on a jugé pouvoir diviser en 2 catégories, 2 échelles de projets photovoltaïques au sol, du coup, au sein du territoire. Et toi, Juliette. Merci Rémi. Pareil, bonjour à tous et à toutes. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur des cas concrets, c'était important de recontextualiser un petit peu ce que nous dit la charte, qui est le document du coup de référence sur le volet des énergies renouvelables et qui est en fait notre outil sur la façon dont on s'organise après en équipe et comment est-ce qu'on travaille sur le sujet des ENR et de la biodiversité. Donc on est sur un PNR dans lequel le volet des énergies renouvelables est un sujet important, comme l'expliquait mon collègue Rémi. Et donc, c'est inscrit à travers un défi qui est de viser une autonomie énergétique à horizon 2050 avec une conciliation justement de l'ensemble des enjeux, qu'ils soient biodiversité, patrimonial, culturel, social. Mais en tout cas, voilà, l'ambition, elle est fixée. Donc ça, c'est l'horizon et le chemin pour pouvoir atteindre cette autonomie énergétique. Il doit pouvoir passer par le triptyque du scénario négawatt, hein, qui est à la fois la dimension sobriété énergétique, donc qui vise à diminuer nos besoins énergétiques. Donc ça passe par différents outils ou différents plans d'action. L'efficacité énergétique qui concerne à la fois la dimension des bâtiments et aussi de nos consommations énergétiques et d'économie d'énergie. Et ensuite, on a effectivement la partie énergie renouvelable. Donc, il y a un diagnostic qui a été réalisé au niveau du PNR avant d'être directement labellisé. Donc, ce diagnostic, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'à l'heure actuelle, au niveau du PNR, il y a simplement 23% de nos besoins énergétiques qui sont couverts par la production d'énergie renouvelable. Donc, si on veut atteindre une autonomie énergétique à horizon 2050, il y a du travail à faire. Et donc, dans cette trajectoire-là, ce qui est dit pour atteindre cette autonomie énergétique, c'est qu'on a besoin de baisser, en tout cas dans un univers très proche, à horizon 2030, de 30% de nos consommations et de multiplier par 2 la production d'énergie renouvelable jusqu'à 2050. Donc ça, c'est la grande trajectoire et c'est les domaines dans lesquels je suis amenée à travailler au niveau de mon poste et à accompagner le territoire sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la charte? Du coup, maintenant qu'on a l'horizon, le chemin de manière plus concrète, quelle est la clé de répartition en fait sur le volet énergie renouvelable? Donc, ce qui est dit, l'engagement à prendre, c'est de développer donc les filières d'énergie renouvelable qui sont génératrices d'activités et d'emplois sur le territoire. Donc, évidemment, dedans est pris en compte la partie d'installation photovoltaïque en toiture et ombrière, parce qu'on est sur site anthropisé, on est sur du bâtiment. Donc, on ne rentre pas en concurrence directement, en tout cas avec la partie biodiversité, avec la partie environnementale. Par contre, voilà, il y a aussi des sujets liés à la dimension patrimoniale et aux monuments classés en abord de monuments historiques, qui est aussi une spécificité du territoire du parc où 25% des toitures du public, en tout cas, sont en site ABF. Il y a un axe sur le solaire thermique, évidemment, pour répondre aux besoins en eau chaude. Et ensuite, on a la dimension bois-énergie et la dimension géothermie. Voilà, ça, c'est ce qui est inscrit dans la charte sur les ENR à valoriser. Voilà, donc dans la posture d'accompagnement du parc, on va dire qu'on a une façon de s'impliquer différente en fonction de la clé de répartition de l'accompagnement qui est à faire. Ce que nous dit la charte au niveau du développement du PV au sol, bon, je vous apprends rien, mais on est inscrit dans les directives de l'État, donc on va pas... on priorise d'abord d'aller sur des sites de type friche industrielle, sur des terrains artificialisés. Il faut évidemment assurer une intégration paysagère et environnementale. Il ne faut pas venir en concurrence avec des enjeux directs liés à la protection, au risque naturel, à la protection du bois, à la gestion forestière,
aux différents usages de ces projets. Et il y a un axe fort qui est d'encourager les projets territoriaux de transition énergétique avec une implication des habitants, des citoyens, c'est-à-dire que la maîtrise et la gouvernance puissent être locales. Parce qu'effectivement, sur le diagnostic, on a quasiment l'équivalent de 12 millions d'euros par an d'un point de vue facture énergétique qui sort du territoire. Donc, si on est en dehors de ces sites anthropisés, au niveau du PV au sol, il faut évidemment prendre en considération le plan de parc avec les identifications des hauts lieux paysagers et hauts lieux de biodiversité qui n'ont pas vocation à accueillir de parc PV au sol. D'éviter les espaces agricoles, effectivement, sauf s'il y a un avis qui est favorable de la CDPENAF. Et on aura une attention particulière sur les projets qui viennent dans les espaces dits de biodiversité remarquable reconnus, mais Rémi détaillera ça mieux que moi. Voilà, et sur ce que dit la charte, c'est qu'on ne s'interdit pas, et ça vous le verrez dans les cas de figure concrets qu'on vous présentera sur photovoltaïque au sol, d'étudier des projets au cas par cas, dans la mesure où ils recouvrent une une dimension innovante ou expérimentale. Un zoom rapide sur l'éolien, parce que voilà, ça a été bien parlé aussi préalablement, mais pour vous dire que dans le travail d'élaboration de la charte du PNR, on a eu un travail à faire dans la démarche de labellisation, de produire un document qui est un outil d'aide à la décision du territoire et qui combine en fait toutes les contraintes et les contraintes. Attention, j'utilise ce terme-là, mais en tout cas tous les zonages, que ça soit patrimonial, biodiversité, etc., pour mettre à jour quelles étaient les sensibilités. Voilà, donc on a une gradation, donc c'est aussi inspiré du travail du PNR du Haut-Languedoc, une gradation avec des zones de sensibilité maximale qui n'ont pas vocation à accueillir de grands éoliens, des zones de sensibilité forte, c'est une analyse au cas par cas, et des exclusions qui sont juridiques liées à la réglementation en vigueur. Voilà, j'en ai terminé, je passe la parole à mon collègue Rémi. Tu me dis quand il faut passer les slides. Hein. Ouais, c'est bon, c'est parti. Ça marche. Oui, donc comme je vous ai dit, depuis 2017, le parc a repris l'animation de 6 sites Natura 2000. Je ne vais pas vous refaire l'histoire sur le réseau Natura 2000, qui s'appuie sur 2 directives, directive oiseaux et directive habitat faune flore. Donc on a 4 ZPS, donc des sites désignés au titre de la directive oiseaux, donc Corbière occidentale en rouge, Corbière orientale en jaune, Haute-Corbière en vert et le site des Basses Corbières morcelé en orange à cheval entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Et puis 2 ZSC, zones spéciales de conservation, donc désignées au titre là, de la directive Habitat Faune Flore, avec la vallée de l'Orbieu en bleu foncé qui prend tout le bassin amont de l'Orbieu jusqu'à la confluence avec l'Aude à Marcorignan, au nord-est de Lézignan-Corbière, pour ceux qui ne sont pas trop du coin. Et puis la toute petite ZSC Vallée du Torgan, mais néanmoins qui recèle d'enjeux importants, qui traverse 4 communes au sein du territoire du parc. Donc comme vous le voyez, l'historique des sites Natura 2000, elle était antécédente en fait à celle du parc. C'était des communautés de communes où Est-ce que petit problème, on a perdu Rémi. On a perdu Rémi. Décidément. On va attendre quelques... Excusez-moi, c'est bon, vous m'entendez? Oh, oui, c'est bon. Ok, excusez-moi, j'ai... voilà. Bon retour. Rien n'est parti. Décidément, c'est pas la journée. Donc, du coup, je disais que, comme vous le voyez, les périmètres des sites vont au-delà du périmètre du parc, qui, d'un côté, lui, ne pouvait pas s'étendre à l'infini. Et puis, historiquement, ces sites étaient désignés depuis début des années 2000 ou jusqu'à 2010 pour certains. Donc, on a la particularité, par exemple, pour Corbière orientale en jaune, vous voyez qu'il y a une partie dans le périmètre du parc des Corbières-Fenouillèdes. Il y a une partie également qui est dans le périmètre du PNR de Narbonnaise en Méditerranée, qui est notre PNR voisin, avec de l'autre côté également les Pyrénées catalanes, côté Pyrénées-Orientales. Et donc, quand on est soumis à des projets, quand on établit des projets pour la gestion des espèces, des habitats, mais aussi pour des projets ENR
voilà, on peut être sollicité les deux en même temps. Donc, on essaie de se mettre en contact pour être raccord sur un peu l'avis, les préconisations qu'on va émettre auprès des services de l'État qui nous sollicitent ou du porteur de projet. Voilà, et puis petit détail sur le sud-ouest du parc, là aux alentours de Quillan, également d'autres sites Natura 2000 qui sont animés par la communauté de communes Pyrénées-Audoises. Mais comme ils sont en partie sur le territoire du parc, voilà, on travaille aussi en commun avec l'animatrice Caroline qui se trouve à Quillan, donc au sein de la communauté de communes Pyrénées-Audoises. Alors, tu peux passer, Juliette, s'il te plaît. Merci. Donc, sur les sites Directive Oiseaux, les 4 ZPS, on a près de 28 espèces d'intérêt communautaire voilà, listées. Alors, la plupart nicheuses. Après, on a également des espèces erratiques, hein, comme le vautour moine, pour l'instant, pas représenté là, mais qui, voilà, on sait qu'il est de passage et qu'il utilise les parcelles d'équarrissage, les placettes d'équarrissage. Pas encore nicheurs, d'autres espèces erratiques comme le faucon d'éléonore. Voilà. Et parmi les espèces que je vous ai représentées, ça montre un peu la grande diversité aviphonistique du territoire. Alors, des zones Natura 2000, de toute façon, de l'Aude également, de manière générale, hein, qui est le premier département en termes de nombre d'espèces d'oiseaux nicheurs. Donc, les rapaces, aussi bien les vautours. Donc, là, vous avez le vautour percnoctaire en haut à gauche, le grand-duc d'Europe, l'aigle de Bonelli également. Voilà, il y a 2 couples sur la zone Natura 2000 Basse-Corbière sur la trentaine de couples qui nichent en France. Donc, voilà, on a une forte responsabilité vis-à-vis de cette espèce. Et puis, des oiseaux de plus petite taille, l'engoulevent d'Europe en bas à droite. Et des passereaux également patrimoniaux, notamment des milieux ouverts, hein, le brun ortolan en bas à gauche, et puis le coche-vite éclat au centre en haut, qui là aussi, on a le plus fort bastion de l'espèce qui se trouve sur le site Basse-Corbière. Donc pas mal de responsabilités par rapport à tout ce qui est la veille environnementale, hein, par rapport aux porteurs de projets, bien leur indiquer les informations qu'ils peuvent trouver sur les sites internet, hein, l'INPN notamment. Mais nous, on a également la connaissance un peu plus fine du terrain, s'il y a besoin de compléments d'infos, etc. Tu peux passer, Juliette, s'il te plaît, sur les enjeux, sur les zones spéciales de conservation, donc Vallée de l'Orbieu, Vallée du Torgan. Tu peux passer, Juliette. Ah, ouais, c'est bon. Du coup, des habitats d'intérêt communautaire. Ah non, reviens une slide en avant, s'il te plaît, en arrière. Voilà, là c'est bon, nickel. Du coup, des espèces d'intérêt communautaire comme les chauves-souris, donc grand rhinolophe, murin, oreille chancrée, entre autres, qui peuvent être potentiellement impactés par ces projets ENR, des espèces de papillons également, vous avez le damier de la succise. Alors, et là, je parle des enjeux vraiment sur les zonages Natura 2000, mais il y a également, bien sûr, des secteurs du parc qui ne sont pas recouverts par Natura 2000, et on a des enjeux très forts également, que ce soit le lézard osselet, voilà, qui n'est pas une espèce annexée à la directive Habitat Faune Flore. On a également le damier de Godard, qui est endémique sur certaines communes du parc, mais qui n'est pas en zone Natura 2000. Et des habitats d'intérêt communautaire, comme les pelouses sèches semi-naturelles, ou encore la lande euro-méditerranéenne à genêts épineux, voilà, qui sont des habitats, ce dernier est endémique aussi, donc fortement sensible à l'éventuelle installation de projets ENR en espace naturel. Donc, tu peux passer, Juliette, s'il te plaît. Et donc, qui dit zone Natura 2000, dit pour certains types de projets, de plans, de manifestations sportives également, l'évaluation des incidences Natura 2000. Donc, en fait, dans le plus ou moins lourd dossier, on va dire que le porteur de projet doit remplir auprès des services de l'État dans sa demande d'autorisation. Donc, dès qu'un projet, certains types de projets sont entièrement, partiellement inclus ou même des fois à proximité d'un site Natura 2000, il y a une évaluation des incidences à réaliser. Donc, cette étude-là est ciblée sur les habitats et les espèces d'intérêt communautaire. Bien sûr, si on se trouve par rapport à une ZPS ou une ZSC, ou les deux, ça peut arriver. Et cette étude, elle est proportionnée à la nature et à l'importance du potentiel impact du projet, c'est-à-dire que en fait, c'est un formulaire à remplir, hein, et on peut avoir une étude simplifiée
Si, par exemple, on est dans le cadre d'une manifestation sportive où c'est le fait qu'il y ait plus de 100 participants qui fait que le porteur de projet doit faire une évaluation des incidences. Mais après, si la course est au mois de novembre, donc hors période sensible, pour beaucoup d'espèces faunistiques et sur un parcours de 8-9 km, enfin, voilà, ça dépend, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais il pourra faire une évaluation simplifiée des incidences pour, voilà, où il va remplir les infos assez basiques du site et des espèces et des enjeux. Et donc, je vous disais certains types de projets, pas tous, et donc on a des listes qui définissent ces projets soumis à évaluation des incidences Natura 2000. Donc une liste nationale décrétée par, c'est un arrêté ministériel du Premier ministre qui a décrété, et où on a au sein de cette liste nationale les études d'impact de manière générale. Donc qui dit projet ENR généralement de grande envergure, porté par une société d'exploitation, dit étude d'impact, et dans cette étude d'impact, eh bien, il y a l'évaluation des incidences qui est réalisée généralement en prestation. Et puis, on a deux listes, pour l'Aude, en tout cas pour le département de l'Aude, deux listes locales, donc ça qui ont été définies par arrêté préfectoral. Et voilà, comme le montre le schéma, aussi bien les grands parcs, les grands projets photovoltaïques, donc plusieurs dizaines d'hectares parfois, et également les éoliennes, les parcs industriels éoliens, sont soumis donc font que le porteur de projet doit faire un dossier d'évaluation des incidences. Tu peux passer, Juliette, s'il te plaît. Voilà un schéma qui résume un peu les rôles de chacun, de chaque structure, de chaque acteur plutôt, avec le porteur de projet qui se demande la première question, est-ce que, voilà, par rapport à la situation géographique de mon projet, est-ce que j'ai besoin d'une évaluation des incidences Natura 2000? Donc là, dans le cadre des ENR, c'est souvent le cas, quasiment même tout le temps. Si oui, alors j'ai mis rédaction, c'est plutôt c'est au porteur de projet lui-même de réaliser le dossier. Nous, en tant qu'animateur, on ne va pas tenir la plume pour le stylo pour remplir le dossier. On va l'accompagner par contre si besoin. Et donc, qui fait la réalisation du dossier, notamment quand c'est un gros projet, en s'appuyant sur un prestataire, donc un bureau d'études, une association naturaliste, etc. Je parle pour le côté enjeux environnement, que ce soit aussi bien biodiversité, qualité de l'eau, par rapport à l'eau, à l'air, à la santé des populations, etc. Ensuite, donc, la structure animatrice, donc, dans notre cas, c'est le PNR des Corbières-Fenouillèdes. Donc, dans le cas où on est sollicité soit par le porteur de projet et ou par les services de l'État, donc notamment la DDTM, on va fournir les informations complémentaires s'il y a besoin d'avoir un autre avis, un autre regard, mais c'est pas obligatoire qu'on soit consulté dans les projets soumis à évaluation des incidences, voilà. Mais généralement, dans le cadre des gros projets ENR, voilà, on est quand même officiellement sollicité par un courrier des services de l'État. Et on espère que ça va continuer comme ça, cet échange et cette relation dans ces missions-là. Et si besoin également, on va réaliser une veille locale, c'est-à-dire qu'on va aller sur le terrain, parce que voilà, c'est des sites Natura 2000 qui font plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'hectares. Les ZPS, en moyenne, c'est 25-30 000 hectares. Donc même si on connaît quand même le terrain et qu'on a des données cartographiques, des espèces, etc., qui ne sont pas forcément les plus actualisées, on va faire une veille locale si besoin pour affiner ça. Les associations naturalistes, donc, alors je parle en tant que chargé de mission sur des ZPS. Donc, on travaille avec la LPO de côté Aude et le GOR, le groupe ornithologique du Roussillon côté Pyrénées-Orientales, qui ont aussi des infos parfois qu'on n'a pas forcément. Donc, eux aussi peuvent être sollicités soit par les services de l'État, soit par nous-mêmes, la structure animatrice. Et si besoin, on fait une veille locale à deux pour aller voir sur place quels sont les types d'habitats, quel type d'espèces ils peuvent accueillir. Voilà, affiner ces enjeux. Et donc, les services de l'État qui sont en charge de l'instruction du dossier de demande du porteur de projet et qui vont solliciter généralement la structure animatrice et ou également les assos naturalistes, ça peut arriver en tant que expert local qui a l'historique vraiment des enjeux au-delà de Natura 2000. Tu peux passer, Juliette, s'il te plaît. Merci. Et pour la structure animatrice, alors lorsqu'on est sollicité donc, en tant qu'animateur de site Natura 2000,
En gros, quand on va émettre un avis ou des préconisations, on a 2 visions, grosso modo, à avoir par rapport à l'impact potentiel du projet. C'est noir sur blanc déjà, se remettre en tête les objectifs du ou des documents d'objectifs concernés. Donc le document d'objectif, c'est le plan de gestion du site Natura 2000. Chaque site Natura 2000 a un document d'objectif à lui. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que le projet, on regarde un par un les objectifs et est-ce qu'il va à l'encontre de ces objectifs. Donc par exemple, sur les zones spéciales de conservation, mais ça marche aussi pour les ZPS, cet objectif-là, préserver l'état de tranquillité des espèces d'intérêt communautaire et de leurs habitats. Donc pareil, en tant que plutôt ornitho, je vais choisir l'exemple d'un rapace. Donc si le parc éolien, par exemple, a prévu de se mettre pas très loin d'une aire d'aigle royal, et bien là, on va carrément à l'encontre de l'objectif du DOCOB, qui est de préserver l'état de tranquillité du couple local. Voilà. Ou encore améliorer la ressource alimentaire des oiseaux. Là, c'est autant la ressource au niveau quantitatif que qualitatif. Donc pareil, implanter en espace naturel une 60aine d'hectares de panneaux photovoltaïques, on va avoir de la perte sèche d'habitat de nidification pour les plus petits oiseaux ou pour un rapace tel que le busard cendré qui niche au sol, en pleine garrigue, et en plus de la perte de territoire de chasse pour une multitude de rapaces qui ont chacun leurs domaines vitaux respectifs. Donc là aussi, noir sur blanc, ça va à l'encontre de l'objectif du document d'objectif. Même si après, c'est vrai qu'il y a cette histoire toujours de mesures compensatoires, mais j'y reviendrai après. Et puis la deuxième vision, c'est plus spécifiquement à l'échelle du périmètre du projet qu'on nous fournit. On regarde les données cartographiques qu'on a par rapport au document d'objectif. Donc, comme je vous ai dit, plus ou moins actualisé, et si besoin, soit on fait appel également aux données du SINP, où on va voir sur le terrain concrètement qu'est-ce qui se reproduit et quelle espèce peut utiliser ce milieu. Tu peux passer, Juliette, s'il te plaît. Et voilà, et là, c'est la dernière diaporama de cette partie, avant de passer la parole à Juliette, mais ça fait un peu la transition avec ce dont va parler Juliette. Comme je vous disais, les réponses, on va dire, sont différentes de notre part. Si on est sollicité officiellement par courrier par les services de l'État, ce sera plus de la procédure réglementaire d'émettre une réponse. Avec du coup, comme vous a dit Juliette, on se base sur la charte du parc